Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous, ce nouveau webinaire organisé par l'association Coactis Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour évoquer ensemble le sujet de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap. Vous avez été plus de 2600 à vous inscrire aujourd'hui pour ce webinaire. C'est dire que le sujet que nous avons choisi vous intéresse. Et pour cause. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui ont partagé l'information, à nos partenaires en particulier. Merci à tous ceux qui ont contribué aussi à l'organisation de ce webinaire et à son accessibilité. Quelques informations pratico-pratiques pour commencer. Nous sommes ensemble pour une durée de 1 heure. Tout ce webinaire est bien sous-titré et traduit en langue des signes et le chat est ouvert à vos questions et à vos commentaires. Donc merci à vous de participer si besoin. Nous aurons un temps d'échange à la fin pour répondre à toutes vos interrogations. J'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec le docteur Dorothée Montagutelli, médecin ressource de notre association. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de présenter nos intervenants que je remercie très chaleureusement. Le docteur Stéphane Carnin est parmi nous aujourd'hui. Docteur Carnin, vous êtes gériatre, chef de pôle de gériatrie et de médecine des personnes en situation de handicap au Centre départemental de repos et de soins à Colmar, dans la région du Grand Est. Vous êtes membre du groupe de travail HandiConnect et vous êtes délégué régional de la charte Romain Jacob. Madame Nathalie Martinez, vous êtes docteur en psychologie sociale, conseillère technique au CREAI, Languedoc-Roussillon et formatrice. Vous êtes l'auteur de différents rapports et vos travaux ont mis en lumière la nouvelle longévité des personnes handicapées et la nécessité d'adapter les accompagnements et les politiques publiques. Madame Élise Benatar, vous êtes également parmi nous et vous êtes psychologue spécialisée en neuropsychologie clinique à l'EHPAD L'Hostal du Lac en Occitanie. Merci par avance à vous trois pour vos interventions de ce jour. Un mot rapide maintenant au sujet de notre association pour ceux qui ne nous connaissent pas. Coactis Santé est une association qui existe depuis 2010, qui agit pour un meilleur accès à la santé et aux soins des personnes en situation de handicap. Elle a développé 2 solutions gratuites, le site Santé BD, des ressources pour faciliter la compréhension et la santé à travers des bandes dessinées personnalisables et d'autres formats également qui sont rédigés en facile à lire et à comprendre et qui sont personnalisables, et le site handyconnect.fr pour outiller les professionnels de santé et les aider dans leur pratique quotidienne avec des patients en situation de handicap. Au-delà de ces ressources inestimables, l'association sensibilise à la question de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap à travers de nombreux événements et travaille avec de nombreux partenaires. Alors pourquoi parler aujourd'hui du sujet handicap, santé, vieillissement pour ce nouveau webinaire? Tout simplement parce que l'allongement de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap est un phénomène de grande ampleur qui est apparu depuis les années 90. Et comme vous le savez, les personnes handicapées arrivent aujourd'hui à des âges inédits. On peut avancer un chiffre qui parle de lui-même. On estime à 1,5 million le nombre de personnes handicapées vieillissantes en France et les projections de l'OMS indiquent que d'ici 2050, plus de 900 millions de personnes âgées vivront avec un handicap dans le monde. Je ne vous en dis pas plus car le docteur Carnin va revenir sur ces données démographiques au début de son intervention. J'aimerais par contre vous donner la définition de la personne handicapée vieillissante, une définition qui est issue du rapport de la CNSA de 2010 et que vous retrouvez dans les fiches HandiConnect produites par notre association. Une personne handicapée vieillissante est une personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap, quelle qu'en soit la nature ou la cause, avant de connaître par surcroît les effets du vieillissement, jusqu'à entraîner une réduction du champ des activités, notamment sociales. Ce phénomène en constante évolution, encore peu connu du grand public, nous oblige à repenser nos politiques de santé, nos accompagnements et nos représentations collectives. C'est depuis les années 70 que la question est véritablement abordée. Cette avancée en âge grandissante s'accompagne de défis sanitaires qu'il faut considérer de toute urgence. Le risque accru des maladies chroniques et dégénératives, la nécessité de bilans de santé réguliers et spécifiques, le besoin de coordination entre dispositifs médico-sociaux et gérontologiques.
Donc, les dispositifs existants restent peu préparés, sauf exception. Et vieillir avec un handicap, c'est affronter deux défis simultanés, celui de la dépendance initiale et celui des nouvelles difficultés liées à l'âge. Cela suppose donc de garantir des accompagnements médicaux respectueux et personnalisés. C'est donc cette question de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap qui nous intéresse aujourd'hui et qui a fait que Coactis Santé, l'association, a lancé un projet en 2023 avec ses partenaires. Ce projet réunit donc des experts du sujet à travers toute la France et vise à permettre à la personne en situation de handicap de rester en bonne santé le plus longtemps possible, de préserver son autonomie et d'encourager son autodétermination tout au long de sa vie. L'idée est de sensibiliser tous les acteurs du soin à l'enjeu de l'avancée en âge, en bonne santé des personnes et de proposer des solutions concrètes. Aider au repérage et à la prise en compte des effets du vieillissement, favoriser l'éducation à la santé, faciliter un suivi médical et paramédical et préparer la fin de sa vie. Il met à disposition des ressources pédagogiques pour aider les professionnels et les familles. Des bandes dessinées santé BD, donc nous en avons une trentaine qui ont été faites avec des personnages âgés et des fiches conseils HandiConnect sur la personne handicapée vieillissante pour les professionnels de santé. Nous y reviendrons plus tard pendant le webinaire. Mais ces supports, sachez-le, sont en accès libre et permettent de mieux anticiper, de préparer les rendez-vous et de favoriser l'autonomie et la dignité des personnes vieillissantes. Vous les avez normalement dans le chat. Merci à tous les experts et contributeurs de ce projet. Comme vous pouvez le voir, ils sont très nombreux. Merci à eux. Et donc, pour illustrer ce propos, quoi de mieux qu'une vidéo et que de leur donner la parole? J'ai eu le plaisir de préparer une vidéo avec certains membres du comité de pilotage de ce projet que vous allez découvrir tout de suite. La vidéo dure 5 minutes et je vous retrouve juste après. En fait, le vieillissement des personnes en situation de handicap, les premiers constats, ils remontent à la fin des années 80, début des années 90. C'est principalement des familles, des professionnels qui disent « attention, on a des personnes qui vivent de plus en plus longtemps, c'est pas encore un problème, mais si ça continue, ça va le devenir. » Et puis ça l'est devenu. Dans ma pratique quotidienne, j'observais que c'était vraiment un problème de santé publique de plus en plus croissant. Une anecdote qui est un peu caricaturale mais qui illustre bien notre propos. C'est le cas d'une dame qui a une trisomie 21, qui est âgée de 47 ans. Elle est non-verbale et son entourage s'inquiétait d'un début de maladie d'Alzheimer parce qu'elle avait des comportements moteurs aberrants. Elle se jetait tout habillée la nuit sous la douche. Et en fait, cette dame, elle avait simplement des bouffées de chaleur liées à la ménopause. On peut voir chez certaines personnes, de façon générale, un vieillissement accéléré, un phénomène de vieillissement accéléré qui fait qu'il y aura besoin d'un accompagnement gériatrique avant l'âge de 75 ans. Nos patients en consultation gériatrique et handicap n'ont pas un âge commun en gériatrie puisqu'ils sont plus jeunes en général. Marion a travaillé dans un ESAT de 20 ans à 50 ans. Et depuis 3 ans, elle réside dans un EHPAD. Elle a développé la maladie d'Alzheimer et elle ne peut plus travailler. C'est vrai qu'on a tout de suite constaté autour de 48 ans des pertes de mémoire. Et puis elle avait aussi un petit peu des désorientations. Elle se trompait de bus ou elle descendait au mauvais arrêt. C'est vrai que, en toute honnêteté, nous, la famille, on préférait un petit peu fermer les yeux. Repousser les décisions difficiles à prendre à plus tard. Et c'est en fait ces éducateurs qui nous ont suggéré fortement d'aller voir un gériatre. Donc c'est tout l'intérêt aussi de sensibiliser les professionnels de santé à ces questions pour que ces personnes puissent avoir un accompagnement adapté. Et néanmoins, il manquait des outils concrets pour accompagner ce vieillissement. On a contacté des experts de la santé, mais on a aussi contacté des experts du handicap. Et ce projet propose de fédérer les acteurs dans le croisement de regards en échangeant sur les expériences et les expertises.
comment on peut développer des outils pour permettre aux personnes en situation de handicap de comprendre ce qui se joue lors de leur vieillissement, comment le prévenir. Pour HandiConnect, qui s'adresse aux professionnels de santé, on a édité 3 premières fiches qui traitaient généralement de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap, avec une première fiche socle qui était complétée par une fiche qui recensait les principales échelles de repérage du vieillissement. On a complété ces 2 premières fiches par une fiche sur les réseaux. Et on a essayé d'apporter une nouveauté qui était d'accompagner le lecteur en fonction des objectifs qu'il recherchait. S'il recherchait à savoir si son patient avec un handicap avait une dénutrition, une dépression. On a publié une 4e fiche sur la paralysie cérébrale et des travaux sont en cours sur le polyhandicap et la déficience intellectuelle. Pour Santé BD, on a commencé par un travail d'adaptation des dessins puis des scénarios d'une 15aine de Santé BD et ça a été complété par la production de nouveaux contenus et on a donc aujourd'hui plus d'une 30aine de Santé BD. J'ai pu constater dans mon quotidien qu'en travaillant sur la communication alternative, vraiment ça améliorait énormément le travail de tout le monde et donc la qualité de vie des personnes. C'est quand même la base de nos relations humaines et donc de nos relations professionnelles, de la relation thérapeutique notamment. Donc la première idée forte, c'est celle du bien vieillir. Le bien vieillir, pour les personnes en situation de handicap, à mon sens, il repose sur 3 piliers. La connaissance de soi et l'autodétermination, le sentiment d'appartenance à une société solidaire et l'équité d'accès à tout ce que propose cette société. Un autre point sur lequel j'aurais souhaité insister, c'est que quand une personne en situation de handicap développe une pathologie liée à l'âge, c'est hyper important de porter un diagnostic. Nous, souvent, nos patients à qui on annonce un diagnostic difficile de maladie d'Alzheimer, souvent ils nous remercient parce qu'en fait, on a pointé du doigt que leurs symptômes résultaient d'une maladie. Notre idée phare chez Cœur en Liège, c'est que le vieillissement des personnes en situation de handicap doit être accompagné avec les mêmes droits et la même attention que tout à chacun. Permettre à chacun de bien vieillir, de rester acteur de sa vie. Et cette question de l'autodétermination, à mon sens, elle doit se poser du bébé au pépé. Et c'est très important que nous, côté soignants, on ne l'oublie pas. Et donc qu'on puisse travailler ensemble pour trouver des outils qui permettent cette accessibilité et cette compréhension du soin, des enjeux. Pour les personnes concernées, ce sont quand même elles en premier auxquelles il faut penser. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette compilation de moments forts et d'idées fortes. Merci encore à toutes les intervenantes. Sans plus attendre, je laisse la parole au docteur Dorothée Montagutelli qui va interroger nos intervenants et je vous souhaite un bon webinaire. Je vous retrouve à la fin. Merci Stéphanie. Je vais commencer avec le docteur Carlin. Bonjour docteur Carlin. Bonjour. Votre expertise se nourrit de votre exercice quotidien et des nombreux échanges que vous entretenez avec des partenaires du secteur sanitaire et du secteur médico-social. À la lumière de cette expertise, quel constat portez-vous sur l'avancée en âge des personnes en situation de handicap? Les constats ont été posés par les professionnels de terrain qu'on a tous connus. La définition a été posée, c'est clairement la définition de la CNSA en 2010 qui tardivement s'impose à nous. Et donc on observe à la fois une perte d'autonomie d'une petite population avant 2010 et d'une population plus importante depuis 2010, mais aussi l'augmentation de la prévalence des maladies liées au vieillissement, les maladies vasculaires et les maladies dégénératives, aussi bien cérébrales que cancéreuses. Donc, dès lors, on observe une inadéquation entre le monde médico-social et on peut parler de l'explosion des plus de 50 ans de SMS, mais on peut aussi parler du grand nombre de personnes qui vivent avec un handicap à domicile et
les conditions du diagnostic de ces maladies qui surviennent et qui sont liées à l'âge. Clairement, il est difficile d'obtenir des consultations spécialisées. Par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, ça a été vu avec le séminaire d'IMA et Muriel Delporte, parce que ces structures sont essentiellement dédiées aux personnes beaucoup plus âgées. C'est vrai aussi pour l'imagerie, c'est vrai aussi pour le diagnostic du sein, où des retards diagnostiques sont très souvent observés, tout simplement parce qu'il est difficile de recourir à des stratégies médicales habituelles. Ces stratégies doivent être repensées en fonction, bien évidemment, de la faisabilité des différents actes, mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'autodétermination. Il n'est pas pensable de soigner quelqu'un d'un cancer contre sa volonté. Or, en fait, les choses sont compliquées. Et alors, elles sont aussi compliquées numériquement. Je vous ai dit qu'avant 2010, on avait un certain nombre de personnes dans les structures médico-sociales, mais qui permettaient un tricotage social sur mesure. Et depuis 2010, on voit que les chiffres vous ont été donnés. On voit que les personnes qui vivent avec handicap et qui vieillissent sont de plus en plus nombreuses et dans un certain nombre de structures ou de services à domicile, ces chiffres deviennent importants et nécessitent une véritable prise de conscience de politique publique. Alors, il n'existe pas de cadre puisque la CNSA en 2010 ne l'a pas voulu. On n'a pas voulu, à côté des personnes âgées, des personnes handicapées, créer un autre cadre des personnes qui vivent avec un handicap et qui vieillissent. Pour autant, les politiques sont pas forcément nationales, mais ça peut être un tort parce qu'on n'a pas le cadre et la souplesse du cadre, mais ça peut aussi être un avantage puisque chaque région peut développer des politiques publiques locales qui permettent de servir d'exemple à ce qui sera peut-être un jour un cadre plus national. La surreprésentation du handicap psychique est une chose qui me frappe, avec une psychiatrie qui va pas bien. L'espérance de vie est en augmentation, mais aussi un élément important, la CNSA avait fixé 45 ans comme âge à partir duquel il faut une vigilance par rapport au vieillissement. La Cour des comptes en 2023 n'a pas suivi, a fixé 50 ans. Là aussi, il va falloir que les différents acteurs de terrain puissent se mettre d'accord sur des choses claires. Vous avez dit tout à l'heure que les fiches, on en reparlera, les fiches HandiConnect, ce sont des outils, non pas pour les spécialistes, mais ce sont des outils pour l'ensemble des personnes qui peuvent suivre sur le terrain l'avancée en âge des personnes qui vivent avec un handicap. Alors, on en est au levier. Alors, au levier, il y a trois leviers. Les leviers, il y a d'une part observer, évaluer et agir. Observer, c'est très clairement trois profils robustes, fragiles ou pathologiques. Donc, essayer d'évaluer les capacités restantes sur le plan fonctionnel. C'est bien connaître aussi la pathologie de ces populations, la trisomie 21 et la cataracte, le rapport entre la trisomie 21 et la maladie d'Alzheimer, la problématique importante de la dépression qui est souvent mal connue avec l'apathie qui arrange tout le monde en institution et à domicile. Il y a le problème de la déficience intellectuelle à un stade précoce ou à un stade de maladie d'Alzheimer. J'ai déjà cité Muriel Delporte, c'est un sujet difficile, mais sur lequel on avance bien. Il y a aussi les problématiques éthiques du polyhandicap et notamment le niveau de soins au niveau de ce type de handicap. Il y a par ailleurs aussi certains types de handicap comme l'épilepsie, comme pathologie qui génère un handicap pour lesquels les avancées scientifiques sont très maigres. Enfin, je voudrais dire aussi de façon un peu plus synthétique pour l'observation, plus le diagnostic, plus le handicap est lourd et plus la personne avance en âge, plus les chances de pouvoir trouver un accompagnement adapté devient faible. 60% des personnes qui vivent avec un handicap avec une orientation arrivent à trouver une place.
sur l'ensemble de la population et plus que 33% quand on a passé plus de 45 ans. Donc, c'est la double peine quand on vit avec le handicap et qu'on avance en âge. Ceci pour les particularités. Donc, les évaluations, on a cité tout à l'heure les fiches. Ces fiches, la 11, la 11B, la 11C, ces fiches sont à destination des praticiens de terrain, praticiens médicaux, praticiens psychologues, praticiens éducateurs, et qui leur permettent de sélectionner un certain nombre d'outils, un certain nombre d'outils qui permettent d'évaluer. On a évoqué tout à l'heure la nutrition, ça peut être l'évaluation de la vision, ça peut être l'évaluation des capacités restantes motrices, ça peut être la difficile problématique de l'évaluation des fonctions cognitives, et tout ceci permettant ensuite de poser un diagnostic et pour ce diagnostic de proposer des solutions d'accompagnement. C'est le troisième élément du trépied de la CNSA, c'est orienter et donc agir en fonction des constats qui ont été faits. Donc, ces éléments sont tout à fait importants. Il y a quelques centres spécialisés en France. Vous avez vu tout à l'heure les différents auteurs ou autrices. Il est important aussi, et les fiches HandiConnect nous y aident, à familiariser l'ensemble des praticiens, les médecins généralistes, les infirmières, les psychologues, aussi bien en institution qu'en dehors de l'institution, à évaluer ces personnes et à essayer de déterminer, de définir les différentes solutions d'accompagnement. Alors, ça peut être des solutions médicales, un accueil de jour gériatrique, un hôpital de jour gériatrique, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être des solutions d'accès aux soins. On sait que l'accès aux soins est un vrai souci, plus les gens avancent en âge, mais ça peut aussi être un observatoire éthique. Lorsqu'on a à la fois une trisomie et un cancer du côlon, eh ben, on a des véritables difficultés à adapter ce qui nous est appris à la faculté, tout simplement parce que la faisabilité n'est pas au rendez-vous. Il va aussi falloir, et c'est ce que la Charte Romain-Jacob essaye de faire, former les jeunes professionnels dès leur formation initiale, donc en deuxième année de médecine, en deuxième année de dentaire, chez les kinés, chez les infirmières, pour essayer d'apprivoiser le handicap. Rappelez-vous la formule, ta peur me fait peur, et donc permettre de ne pas passer à côté d'un examen clinique bien fait, même si c'est difficile, de ne pas passer à côté d'évaluations qui sont elles aussi difficiles, mais absolument nécessaires. Parmi les outils, donc j'ai déjà cité la DIMA, on peut citer aussi les dépistages Alzheimer, on peut aussi citer en matière de formation, on peut citer notamment les DU de Montpellier et de Strasbourg qui vont former l'ensemble des professionnels, mais aussi, et j'insiste énormément là-dessus, il faut des formations pour les aidants. Les aidants naturels sont les parents qui vont disparaître avec l'avancée en âge de leurs enfants. La fratrie prendra ou pas le relais et la fratrie est souvent complètement démunie quand elle est obligée de reprendre l'accompagnement d'une personne qui vit avec handicap. Là aussi, il faut former les professionnels, il faut former les familles, il faut les associer à cette culpabilité historique et essayer de leur faire comprendre comment accompagner la personne jusque dans des stades ultimes. C'est un dernier point sur lequel je veux insister. La fin de vie des personnes qui vivent avec un handicap, leurs aspects éthiques. Et là, l'autodétermination, pardonnez-moi d'être un tout petit peu dans un terme sacrilège, l'autodétermination est compliquée à mettre en œuvre par rapport à des choix de vie et des choix de mort. Et donc là aussi, on ne pourra s'en sortir que par des formations des personnes, des professionnels et des aidants. En termes de levier et de politique publique, je voudrais simplement rajouter qu'il faut, et je remercie Coactis de le faire aujourd'hui, j'ai vu aussi le nombre d'inscrits, il faut porter le sujet
sur la place publique. Il faut porter le sujet avec l'importance des financements qui doivent accompagner cette nouvelle politique de santé. Et je sais que les ARS sont particulièrement sensibles à ce sujet et qu'ils pourront là aussi prévoir des solutions en termes d'équipes mobiles, en termes de centres experts, en termes d'équivalent d'expertise très fine au niveau du territoire pour permettre de guider les professionnels qui eux-mêmes vont accompagner ces personnes qui vivent avec un handicap vieillissant. Voilà ce que souhaitais vous dire aujourd'hui. Je reste bien évidemment à la fin de ce webinaire accessible à toutes les questions qui pourraient être posées. Merci beaucoup, docteur Carnin. Cet exposé est très, très riche. Il y a déjà effectivement pas mal de questions dans le chat concernant notamment les difficultés d'évaluation et d'orientation. Donc, on y reviendra effectivement à la fin du webinaire parce que c'est une question qui, voilà, qui est souvent posée. Je vous propose maintenant donc de passer au volet suivant du webinaire qu'on a intitulé de la théorie à la pratique. Et donc, je vais interroger Madame Martinez et Madame Benatar. Alors, Madame Martinez, vous travaillez sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui depuis plus de 20 ans et vous avez contribué à identifier des points clés pour l'accompagnement et en particulier l'accompagnement à la santé des personnes handicapées qui avancent en âge. Est-ce que vous pourriez nous expliquer avec Madame Benatar, au travers de l'exemple de l'unité pour personnes handicapées vieillissantes, donc UPHV, de l'EHPAD de l'Hostal du Lac en Occitanie, quelles recommandations ont été déclinées concrètement dès la conception de l'unité et dans son fonctionnement au quotidien? Voilà, je vous remercie par avance de votre exposé. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, Madame Basse, je voudrais juste revenir. Vous avez indiqué que j'appartenais au CREAI Languedoc-Roussillon. Il s'agit du CREAI ORS Occitanie. Voilà. Alors, même si à l'écran, l'acronyme était bien présenté. Alors moi, je voudrais partir, en tout cas, mon propos aujourd'hui va prendre appui, en effet, sur deux études, et vous l'avez dit. L'une qui a été finalisée en 2003, alors à la demande du ministère de la Santé et des personnes handicapées, où il s'agissait, en tout cas la demande qui avait été faite, alors effectivement au CREAI, donc Roussillon à l'époque, c'était donc une revue mondiale de la littérature sur la question du vieillissement des personnes en situation de handicap, que j'ai donc coécrite avec le docteur Bernard Azéma. Et l'autre étude est une étude qui a été, elle, finalisée en 2020 pour l'ARS Occitanie sur comment adapter l'accompagnement en établissement et services médico-social aux besoins des personnes handicapées vieillissantes en Occitanie. Et c'est le lien qui va être fait avec justement les unités PHV. Alors peut-être j'aimerais au préalable revenir sur la définition, puisque effectivement vous avez évoqué la définition de la CNSA de 2010, juste rendre à César ce qui est à César, puisque cette définition, nous l'avons co-construite, créée avec Bernard Azéma en 2003. Donc la définition qui est aujourd'hui reprise à la fois par la CNSA, mais également par la recommandation de bonnes pratiques professionnelles du 15 mars 2015, comme étant toute personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap avant que de connaître par surcroît les effets du vieillissement. Voilà. Alors effectivement, ces deux études-là m'ont permis d'identifier des bonnes pratiques et des préalables à l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes que je vais vous présenter. Alors, dans ces préalables, nous sommes appuyés déjà sur la recommandation de bonne pratique du 15 mars 2015, qui est à la fois un réel appui, mais aussi une feuille de route, selon moi, pour les équipes, c'est-à-dire comment on anticipe, on prévient, on repère, on soutient les professionnels dans leur démarche d'accompagnement de ces personnes handicapées vieillissantes. Alors, sur le premier, c'est la question de l'anticipation. L'anticipation, elle passe déjà par un projet d'établissement qui soit dédié à ces personnes handicapées vieillissantes, c'est-à-dire en termes de caractéristiques, de besoins des personnes accompagnées, quels sont les principes d'accompagnement et également, mais ça a été dit précédemment, en termes de partenariat. Et j'y reviendrai après.
Alors, un projet architectural qui soit bien évidemment adapté à ces personnes-là. C'est-à-dire adapté en termes d'accessibilité, de fonctionnalité, qui est un lieu de regroupement, par exemple, pour des activités collectives, des espaces extérieurs. Alors, dans l'idéal, cette unité spécifique, elle est entre 8 et 15 personnes maximum, alors peut-être 20. Au-delà, c'est un peu compliqué pour les accompagnants, avec des espaces modulables également et un parc automobile adapté, par exemple. Alors, mais justement, Élise, je veux bien que vous nous présentiez ce qui se passe à l'Hostal du Lac, puisque l'Hostal du Lac faisait partie des unités PHV en Occitanie qui ont été interrogées dans le cadre de l'étude que j'ai coécrite, que j'ai réalisée pour l'ARS Occitanie en 2020. Alors, je vous laisse la parole, Élise. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Euh, du coup, c'est vrai que moi, je suis psychologue au sein de l'EHPAD et de l'EEPA. C'est pas une UPHV, c'est un EEPA. Ça correspond à peu près à la même chose. Au niveau architectural, donc c'est à l'Hostal du Lac, à côté de Montpellier. Et au niveau architectural, puisque c'est un des premiers points là, dont on vient de parler, euh, le choix a été fait de ne pas scinder, de ne pas avoir une unité UPHV vraiment à part de l'unité PAD. Donc en fait, tout le monde vit ensemble, les repas sont pris tous ensemble, il y a des rapprochements, il y a des familles qui sont là, parents et enfants notamment. Euh, et ça permet en fait une symbiose, un fonctionnement en fait très euh, en partenariat entre les habitants, quel que soit leur profil. Donc il y a des espaces communs à tous et des espaces plus dédiés, puisque c'est quand même scindé. Il y a un rez-de-chaussée et un étage, et au rez-de-chaussée vivent plutôt les personnes en situation de handicap vieillissante, et à l'étage, les personnes âgées dépendantes, mais qui se retrouvent dans la salle à manger commune à tous les repas. Donc voilà, pour parler de l'aspect architectural. Après, je vous laisse la parole, Madame Martinez, pour la suite des recommandations et je reprendrai la parole ensuite pour Bien évidemment. donner des exemples à l'hostal. Alors, l'autre point, c'est au niveau de l'anticipation et de la prévention, c'est comment on met en place aussi un projet d'animation. Parce qu'un projet d'animation doit être effectivement efficient, adapté au rythme des personnes. Et ça, c'est un point qui est important. Comment on adapte à chacune des personnes accompagnées un rythme, mais également des animations qui soient dédiées, quelles qu'elles soient, euh, pour donc, en proposant également, excusez-moi, des temps de repos qui soient peut-être plus fréquents, comment on vient renforcer la vigilance ou prévenir des comportements inadaptés, où on va varier aussi des activités pour rompre la monotonie qui va être ressentie. Et justement, donc, Élise va nous présenter comment ça se passe à l'Hostal du Lac, puisque ça fait partie d'un des projets qui est tout à fait adapté, en tout cas, en termes d'animation. Effectivement, alors c'est vrai que nous, là, on a des activités, comme je disais, communes, parce que les espaces sont communs, des activités communes PAD, PHV, qui sont choisies lors de comités d'animation, de réunions autour des animations et de l'expression des choix des habitants auprès des animateurs toutes les semaines, une fois par semaine. Ils disent telle ou telle animation m'a plu, je veux le refaire, je veux pas le refaire, ou ils arrivent avec de nouvelles idées. Le CVS aussi est très impliqué dans le fonctionnement de l'établissement, notamment sur les animations. Euh, il y a aussi des activités qui sont plus dédiées. Par exemple, nous faisons intervenir un enseignant en APA au sein de l'établissement et les activités les activités physiques adaptées vont être différentes pour les personnes âgées dépendantes et pour les personnes en situation de handicap vieillissante, puisque leur degré d'autonomie et de dépendance, notamment au niveau moteur, ne sont pas exactement les mêmes. De plus, il y a de nombreux choix au niveau des activités tout au long de la journée, que ce soit le matin comme l'après-midi, avec des rythmes, alors adaptés EHPAD, un petit peu, mais pas que, avec la possibilité aussi d'être accompagné, l'investissement des professionnels coordonnateurs de projets ou référents
de chaque habitant qui peuvent proposer ponctuellement ou régulièrement des sorties pour aller faire les courses, etc. Tout ça fait partie du projet d'animation. Et enfin, tout ce qu'il y a autour de la méthode Montessori. Alors, la chef, une des chefs de service de l'Hostal du Lac est formée Montessori et a été enseignante Montessori auprès d'enfants en situation de handicap. Moi-même, je suis formée Montessori adaptée aux personnes âgées. Et ensemble, nous avons sensibilisé depuis 3 ans et demi, 4 ans, l'ensemble des professionnels à cette méthode Montessori pour développer les rôles sociaux de chacun, leur proposer des activités. Et activités, ça veut dire tout ce qui est fait au cours de la journée, pas uniquement les animations, euh, qui ait du sens pour eux, qui soit en lien avec leur identité, leur histoire de vie et ça, pour tous les habitants. Et on se rend compte que pour les personnes en situation de handicap vieillissante qui résident à l'Hostal du Lac, euh, il y a vraiment un souhait et une volonté de s'investir dans la vie de l'établissement en ayant le choix d'apporter soi-même ses compétences, même les plus, on va dire, les plus surprenantes possibles. Donc vraiment, on se rend compte que cet investissement et cette implication dans le quotidien euh, a vraiment un pouvoir important sur le bien-être ressenti et rapporté par les personnes en situation de handicap à l'Hostal du Lac. Voilà. Alors, l'autre point, l'autre recommandation qu'on pourrait faire au niveau du projet de santé, c'est, et ça a été dit précédemment par le docteur Carnet, c'est comment, voilà, on vient évaluer l'autonomie de la personne et les signes du vieillissement. Alors, sur l'autonomie, c'est vrai que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les outils d'évaluation, ils sont nombreux, mais qu'effectivement, aujourd'hui, nul ne s'impose, car aucun n'est vraiment adapté à la spécificité des personnes handicapées vieillissantes. On se rend bien compte et on le voit que d'une manière générale, c'est la grille Agir qui va être utilisée, qui est pourtant indiquée, qui a pourtant été indiquée par les équipes au niveau des entretiens qualitatifs comme étant largement insuffisante. Alors, l'idée, ou en tout cas la nécessité, s'il y a des choses à faire ou à projeter, ça serait vraiment de formaliser une grille qui soit multidimensionnelle, intersectorielle, adaptée et facile d'utilisation. En tout cas, ce besoin se fait jour. Sur la connaissance des risques liés à la santé, là aussi ça a été dit. Est-ce qu'on connaît vraiment les risques? Tout à l'heure, monsieur, docteur Carnet, vous l'avez évoqué, le risque entre trisomie 21 et maladie de type Alzheimer. Il y a également le fait de prendre des antiépileptiques. Il y a un lien sur l'ostéoporose précoce, par exemple. Enfin, ce genre de choses qu'il faut vraiment enseigner aux professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap vieillissantes. Autre chose, c'est sur les actions de prévention en faveur de la promotion de la santé, alors qu'il s'agisse de dépistage organisé, d'hypertension, la santé bucco-dentaire, toutes les pertes sensorielles, qu'elles soient auditives, visuelles, des bilans de santé annuels, un plateau technique de soins, enfin, tout ce genre de choses qui est important à mettre en place par rapport à la santé des personnes. Et donc, peut-être sur le dépistage organisé des cancers, juste un petit aparté, puisqu'en ce moment, je suis sur une étude avec l'ANCREAI, donc une étude qui a été développée avec 4 créailles en région, et à la demande de l'INCa sur comment on améliore le dépistage organisé du cancer colorectal des personnes en situation de handicap. Voilà, c'était juste pour faire un petit point. Et l'autre chose, c'est voilà, le déploiement de la télémédecine, et justement, je pense que Élise va nous montrer une idée de ce déploiement de la télémédecine, puisqu'il a été mis en place à l'Hostal du Lac. Tout à fait. Alors effectivement, pour revenir sur l'évaluation de l'autonomie, la grille Agir, bon, elle est ce qu'elle est, elle est nécessaire malgré tout parce que souvent les UPHV sont rattachés à des EHPAD et donc ça induit la nécessité d'avoir complété la grille Agir. À l'Hostal du Lac, où on a mis en place en partant de Séraphin PH une espèce de grille un peu à notre sauce d'évaluation, mais en reprenant tous les critères de Séraphin PH pour évaluer en fait le temps nécessaire et le temps réel d'accompagnement pour chacun des habitants de l'EEPA.
On a fait une coupe en 2019 à ce sujet, une coupe en 2023 et la troisième coupe est en cours là actuellement 2025. Euh, pour ce qui est de la connaissance des risques, bah, on a un médecin co qui est quand même très compétent sur le sujet, qui a été médecin co donc là à l'EHPAD L'Hostel du Lac, mais qui a aussi travaillé dans le champ du handicap euh, pendant, qui continue à travailler là-dedans, dans ce sujet-là aussi. Au niveau des actions de prévention, je reprends un petit peu le déroulé de la slide, hein. On a un partenariat, on a mis en place un partenariat avec Oncodéfi qui a permis de sensibiliser les personnes en situation de handicap porteuses de déficience intellectuelle sur tout ce qui est dépistage du cancer colorectal, cancer du sein et je crois que c'était les deux. Non, il y avait... Bon, excusez-moi, petit oubli de ma part, pardon. Euh, le plateau technique qui existe au sein de l'Hostel du Lac, comme je vous expliquais, il n'y a pas de scission entre les deux. Les professionnels peuvent exercer auprès des personnes en situation de handicap vieillissante comme auprès des personnes âgées dépendantes, infirmiers, médecins, aides-soignants, AES. Exerce auprès des différentes populations. En ce qui concerne la télémédecine, comme disait Madame Martinez, effectivement, on a développé des partenariats avec le CHU, le CHRU de Montpellier, notamment tout ce qui concerne plaie et cicatrisation. On a aussi un partenariat en télémédecine pour tout ce qui est neurogériatrie avec un pôle spécifique au CHRU de Montpellier, donc qui nous est effectivement bien utile. Euh, Au niveau du suivi psychiatrique, parce que comme l'expliquait le docteur Carnin tout à l'heure, c'est vrai que la problématique psychiatrique chez les PHV, c'est quand même quelque chose auquel on est beaucoup confronté, une chose à laquelle on est beaucoup confronté. Et donc, on a pu développer un partenariat pour des suivis psychiatriques avec un psychiatre en visio, en télémédecine. Simplement, on est très vigilant aussi à ce que ce soit le plus adapté possible à chacune des personnes qui pourraient en bénéficier, notamment dans le cadre d'hallucinations auditives et visuelles. Le passage par l'écran n'est pas obligatoirement le plus adapté. Alors, autre point, en termes de bonnes pratiques, c'est justement, et le docteur Carnel l'a évoqué également, c'est la question de la coopération et de la coordination sur un territoire. C'est-à-dire comment on vient développer, pérenniser des partenariats. Alors, qu'il s'agisse du secteur sanitaire, gérontologique, psychiatrique, les équipes mobiles de soins palliatifs, puisque la question du vieillissement, de la fin de vie, et vous l'avez évoqué, le docteur Carnet, est importante, avec les groupements d'entraide mutuelle aussi par rapport au handicap psychique, qui sont importants, de développer vraiment ces coordinations et ces coopérations à chaque fois sur un territoire et autant que faire se peut, c'est vrai, d'illustrer ces rapprochements en décloisonnant les secteurs gérontologiques et médico-sociaux. Alors c'est vrai que ça fait 25 ans que je suis au CREAI. La question de la mutualisation, de rapprochement, etc., je l'entends depuis que j'y suis. Voilà, alors voilà, il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait au moins des professionnels ou des personnes ressources qui puissent faciliter ces rapprochements pour décloisonner parce que comme Élise Benatar nous l'a dit tout à l'heure, voilà, il n'y a pas de scission entre la partie PA, personnes âgées et personnes handicapées vieillissantes. Et donc, je pense que toute la richesse aussi, elle vient de là, c'est-à-dire comment on peut apporter, on peut avoir des éléments importants de la part de la gériatrie, mais aussi des éléments du handicap et comment les deux vont se conjuguer pour améliorer l'accompagnement des personnes. Voilà, c'est comment on va proposer aussi, grâce à ça, des réponses qui soient le plus adaptées, individualisées et variées aux personnes handicapées vieillissantes. Bon, je pense qu'Élise va nous présenter quelques éléments de coopération, coordination. Oui, alors c'est vrai que on a une chance particulière à Montpellier, c'est qu'il y a, avec le CHU de Montpellier, il y a le parcours vulnérabilité et handicap qui a été développé, et notamment pour le passage aux urgences, qui permet un raccourcissement du délai d'attente aux urgences, ce qui est quand même bien pratique. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'attente aux urgences, c'est juste qu'au lieu de 6 heures, on n'a que 2 heures d'attente, par exemple. Mais c'est déjà pas mal.
et avec des outils de communication adaptés aussi qui se trouvent à l'hôpital et dont on a un exemplaire, nous, au sein de l'établissement aussi, pour pouvoir cibler les douleurs, les besoins spécifiques, etc., quand cela s'avère nécessaire. Donc ça, voilà, ça permet de mieux coordonner le soin. On a aussi développé des partenariats auprès des anciens lieux de vie avec ça permet une continuation, une bonne continuité du soin, pas de rupture là-dedans, que ce soit au niveau des suivis psychiatriques, des suivis onco, tout ce qui est addiction aussi. Voilà, les choses qui sont mises en place, on peut les coordonner parce que voilà, c'est pas une très grande ville non plus, même si ça reste une grande ville, Montpellier, mais c'est pas, on n'est pas à Marseille, à Lyon ou à Paris où tout est tellement immense que peut-être c'est plus compliqué de nouer, de faire un lien quand on change de coin de la ville. Euh, Juste, on a aussi la chance d'avoir des liens aussi, des partenariats avec des libéraux qui sont très investis, que ce soit les médecins traitants, les kinés. On fait aussi intervenir des professionnels en socio-esthétique, ce qui permet aussi de déceler parfois certaines choses. Et toutes les équipes mobiles, que ce soit donc en gériatrie, gérontopsychiatrie, soins palliatifs, et voilà, ça nous aide beaucoup. Et avec certaines cliniques privées aussi de gérontopsychiatrie et les hôpitaux à domicile pour éviter des hospitalisations qui seraient parfois trop complexes à, à vivre pour certaines personnes en situation de handicap, notamment. Voilà. Et enfin, c'est dans cette histoire-là, comment est-ce qu'on soutient les professionnels à accompagner au mieux ces personnes en situation de handicap vieillissantes? Voilà, comment on gère les absentéismes, les refus de travailler, les replis sur soi, toutes les modifications sur le comportement et les attitudes, mais voilà, comment d'analyser vraiment tous ces indicateurs en amont de fragilité. Ça veut dire aussi, est-ce que ne faut-il pas faire comme dans les unités pour TSA, des professionnels qui soient là sur la base du volontariat? Ça, c'est voilà, une interrogation. Est-ce que la structure vraiment se donne les moyens de vraiment impliquer les professionnels dans les projets organisationnels, qu'il s'agisse de projets d'établissement, mais tout autre projet architecturaux et autres, ne serait-ce que pour renforcer leur intérêt, leur motivation. Donc, autre point, c'est comment on va mettre à profit la pluridisciplinarité de l'équipe, parce que c'est important. Il y a une richesse au sein des équipes parce qu'elles sont pluridisciplinaires, et comment chaque professionnel va pouvoir mettre sa pierre à l'édifice et améliorer l'accompagnement de la personne en situation de handicap vieillissante. Et le dernier point, c'est que, voilà, organiser des sessions d'échange de pratiques pour justement dynamiser les équipes. Alors, l'échange des pratiques, ça peut être déjà des temps d'analyse des pratiques, mais comment on va soutenir les professionnels, comment est-ce qu'on va mettre en place, par exemple, des temps de formation. Et on l'a vu dans les bonnes pratiques, dans certaines unités pour PHV, c'est finalement de faire des formations croisées entre les professionnels de la gériatrie et les professionnels du médico-social. Voilà, de manière à ce que finalement chacun puisse s'enrichir l'un de l'autre et créer des outils peut-être en commun et d'améliorer. On en est toujours là, hein, sur l'accompagnement des personnes. Voilà, et comment on met à profit cette pluridisciplinarité de l'équipe dans la réévaluation aussi du projet pour en diversifier les modalités. Alors, Élise va nous présenter. Oui, pour donner l'exemple de l'Hostal du Lac, c'est vrai que tout ce qui est management est très développé au sein de l'établissement, avec notamment en ce qui concerne la QVT pour le soutien des professionnels. On a une salle QVT dédiée, il y a l'adaptation des postes, l'adaptation des horaires et l'adaptation des jours avec un jour de repos fixe pour les professionnels, même ceux qui ont des, on va dire des plannings tournants qui font le travail le week-end, etc. Ils définissent le jour sur lequel ils veulent être en repos et c'est leur jour de repos de toutes les semaines. Ça ne bougera pas.
Il y a aussi toute l'implication dans les différentes réunions institutionnelles, dans les prises de décision aussi. Le directeur et les chefs de service sont particulièrement à l'écoute et font échange avec les professionnels, avec des groupes de travail ou en plus large comité dans le cadre des réunions générales où les habitants sont aussi investis et participent également. Euh, Ensuite, donc l'analyse de pratique, effectivement, nous on a mis ce qui est mis en place actuellement au sein de l'Hostal du Lac, c'est quelque chose qui est similaire. Ça s'appelle de la dynamique de groupe, mais il y avait de l'analyse de pratique précédemment. Et en plus de cela, il y a une fois par semaine une réflexion en équipe sur les situations complexes qui nous questionnent dans le cadre de réunions cliniques pardon, que j'anime moi-même et la possibilité de faire intervenir ou de questionner aussi des professionnels hors établissement pour donner des compléments d'information et des conduites à tenir. Il y a aussi, nous, on a mis en place des entretiens, enfin le directeur, Monsieur Sego, a mis en place des entretiens professionnels annuels et non tous les 2 ans. Il y a du sport pour les professionnels sur le temps de travail financé par l'établissement, avec l'enseignant en APA qui intervient aussi pour les habitants, d'ailleurs. Euh, voilà, soutien à la réorientation, à la formation, euh, suivi et renfort des professionnels si, il y a une augmentation ponctuelle de la quantité de travail ou une augmentation de la dépendance d'un habitant de façon ponctuelle. Tout ça est adapté. Donc, tout ça permet de diminuer le turnover, de fidéliser les professionnels sur leur poste et d'éviter l'épuisement professionnel ou la lassitude qui pourrait se mettre en place. Alors, je vous remercie vivement pour cet exposé très, très complet. Donc, on voit que le projet a été très préparé, très, dire, dans les détails de l'organisation, de l'architecture, etc. Est-ce qu'il y a eu des difficultés en quelques mots non anticipées et comment ont-elles pu être résolues? Voilà, je vous demanderai de faire brièvement parce qu'on a beaucoup de questions. Voilà, qu'on a essayé de trier, mais voilà. Donc, avez-vous rencontré des difficultés non anticipées? Alors, en termes de difficultés, alors ça va être plus de manière générale, hein, alors, entre 2003 et 2020, hein, parce que je parle de ces deux études-là, à la base, c'est les outils d'évaluation dont j'ai déjà parlé, mais également la question de l'évaluation de la douleur. Alors aujourd'hui, elle est beaucoup mieux et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'appui sur l'outil santé BD ou celle des visages de la douleur, qui peut être aussi un plus. Euh, L'autre difficulté, en tout cas pas anticipée, et voilà, qui aujourd'hui est en passe aussi d'être résolue, c'est la question de euh, le dépistage organisé des cancers. Voilà, voilà, on n'était pas vraiment, les personnes en situation de handicap ne font pas, ne réalisent pas systématiquement ces dépistages-là, pas dans toutes les structures en tout cas, encore sur le territoire. Et c'est voilà comment elles ont pu être résolues. Alors c'est voilà l'étude sur laquelle je fais partie, mais il y a effectivement un co-défi sur le territoire. Enfin, voilà, on est quand même un certain nombre à réfléchir avec l'Institut national du cancer notamment à comment est-ce qu'on améliore, on trouve des leviers pour améliorer ces dépistages chez les personnes en situation de handicap. Enfin, moi, c'est ce que vous avez à dire sur ces difficultés. Oui, alors effectivement, pour les dépistages au niveau du cancer, il y a tout ce qui est les courriers qui sont reçus par les habitants pour rappeler que c'est la date où il faut faire son dépistage. Et avec Oncodéfi et dans le cadre de ces choses-là, de ces rappels de dépistage, on a pu s'appuyer sur Santé BD, sur les différentes fiches qui étaient créées pour soutenir les personnes. Et je pense à une autre situation, une personne qui avait très peur de se faire opérer de la cataracte. Et du coup, on est allé voir la consultation ophtalmo en santé BD, etc., pour l'aider. Voilà. Au niveau des difficultés, ce qui se passe aussi, nous, ce qu'on a pu observer, c'est une augmentation de la perte enfin, une perte d'autonomie de plus en plus importante chez certaines personnes en situation de handicap qui était là depuis 10 ans. Mais bon, bah, évidemment, l'âge aidant, donc ce qu'on a pu essayer de mettre en place, c'est un passage administratif sur l'EHPAD pour un soin un peu plus cocooning quand c'était nécessaire. Voilà. Et sinon, la difficulté j'ai pu
j'ai pu relever, c'est, comme vous disiez aussi, au niveau des évaluations. Donc, nous, on a créé notre outil basé sur Séraphin PH, mais qui n'est pas obligatoirement encore reconnu au-delà de l'hostel du lac, en tout cas. Mais nous, ça nous aide bien déjà pour faire valoir entre nous les difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà. Un grand merci pour vos réponses. Alors, on a beaucoup de questions. J'ai essayé de les regrouper un petit peu par thématique. Donc, pour le docteur Carnin, une question à plusieurs étages. Comment évaluer des personnes handicapées vieillissantes non verbales? Alors, différents participants parlent sur ce thème en disant certains services gériatriques ne veulent pas évaluer les patients parce qu'ils sont, entre guillemets, trop jeunes. D'autres pointent la difficulté du côté non verbal pour l'évaluation. Un participant se demande si des équipes mobiles gériatriques à domicile pourraient éventuellement être chargées de ces évaluations moyennant une formation adéquate préalable. Donc ça, c'est la question de l'évaluation. Il y a un participant qui dit c'est difficile de s'investir dans l'évaluation quand on sait que derrière, il n'y a pas ou peu de possibilités d'orientation. Voilà, une question qui vient d'arriver aussi. Je vous la dis là parce qu'elle se regroupe. Nous sommes toujours confrontés à cette question. Une personne handicapée vieillissante déficiente en voie de démence est-elle mieux accompagnée en établissement médico-social ou en EHPAD spécialisé Alzheimer? Donc, ça pointe bien cette croisée du handicap et du vieillissement, l'évaluation, l'orientation. Monsieur Carmin, qu'est-ce que vous pourriez répondre? La question est récurrente et se pose toujours dans les formations croisées. Il est évident que la communication non verbale nous oblige à utiliser d'autres codes, nous oblige aussi, par exemple, pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, à utiliser d'autres méthodes, notamment les méthodes d'imagerie. La difficulté, c'est clairement qu'on ne peut pas mélanger des populations ordinaires qui sont affectées par la maladie d'Alzheimer avec des personnes qui ont 20 ans ou 25 ans de moins. Donc, je pense qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a que des solutions tricotées sur mesure, et je pense que le point essentiel par lequel il faut passer est celui de la formation. Les équipes médicales gériatriques sont compétentes si elles sont formées. Encore faut-il qu'elles aient suffisamment de temps à disposition par rapport à la population ordinaire pour s'occuper de la population qui vit avec un handicap. Donc ici en Alsace, nous avons créé des équipes mobiles dédiées et spécialisées. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question de faire une surspécialisation des PHV, il est question de porter notamment par des centres d'expertise reconnus, la Fondation Le Jeune à Paris, vous avez situé le CHU de Montpellier, il faut porter des outils qui permettent à tous les praticiens de terrain de faire au moins un travail de débrouillage. Une fois que ce travail de débrouillage sera fait, on essaiera d'aller plus loin chaque fois que c'est possible. Donc, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réponse univoque aux trois questions posées. La réponse est un espèce est une mosaïque de réponses, mosaïque à l'intérieur desquelles il faut que chaque praticien puisse trouver euh, la réponse à son problème et je crois que les fiches HandiConnect commencent à bien répondre à ce genre de problématiques, mais il reste encore du travail, c'est loin d'être terminé. Merci beaucoup, docteur Carmin. Alors, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de questions encore intéressantes qu'on va malheureusement pas pouvoir prendre, mais vous recevrez réponse ultérieurement. La conversation, évidemment, les conversations sont enregistrées, donc on pourra y répondre. Sachez simplement qu'effectivement, monsieur Carmin en a parlé, mais et vous l'avez vu aussi dans la vidéo d'introduction, on travaille sur des déclinaisons par handicap de l'affiche point de vigilance personnes handicapées vieillissantes. Donc encore du travail à venir.
Pour répondre aussi à des interrogations, on contribue avec certaines facultés à la formation initiale hein, des médecins, mais aussi d'autres professions, des professions paramédicales. Donc c'est un vrai sujet aussi, sensibiliser très tôt. Voilà, je pense que je vais repasser la parole à Stéphanie. Merci beaucoup à tous les intervenants. Je passe la parole à Stéphanie. Oui, merci vraiment à tous. Merci Dorothée, merci au docteur Montagutelli, merci à tous les intervenants. Deux, trois petites choses avant de vous quitter. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré, que vous recevrez le lien de replay dans quelques jours. Et je vous invite à nous donner votre avis en répondant à ce questionnaire de satisfaction concernant le webinaire. Vous pouvez scanner le QR code ou bien voir dans le chat le lien direct vers le questionnaire. C'est vraiment rapide, ça nous permet de nous améliorer. Effectivement, nous avons organisé près de 8 webinaires en moins de 2 ans maintenant. Et je me permets de vous sensibiliser sur le fait que ces webinaires sont entièrement gratuits pour vous, participants, avec vraiment des experts du sujet à chaque fois que nous organisons un webinaire. Si vous avez appris quelque chose et si vous souhaitez que nous continuions à l'avenir, n'hésitez pas à nous soutenir avec un don à titre personnel ou professionnel. Bien sûr, vous recevrez un document pour une réduction fiscale. Merci enfin à tous nos partenaires sans qui rien ne serait possible. Coactis a le soutien de nombreux partenaires et nous les remercions aujourd'hui. Merci à tous les intervenants et toutes les personnes qui ont organisé ce webinaire. Et pour conclure, j'aimerais juste citer le rapport de Madame Nathalie Martinez, que Madame Martinez a dirigé. Les États développés qui ont favorisé ces gains considérables d'espérance de vie en bonne santé des personnes en situation de handicap ne peuvent baisser la garde. Et donc, ils nous engagent dès aujourd'hui à développer des dispositifs de santé et d'accompagnement réellement inclusifs. Merci à tous et à très bientôt.